depuis quelques années, les accords de libre-échange que le Canada a conclus avec les États-Unis ou avec l'Europe ont mis en lumière la question de la gestion de l'offre de l'agriculture au Québec, particulièrement, bien sûr, les secteurs visés. On parle du lait, on parle du poulet et de la dinde, et on parle aussi des œufs. Aujourd'hui, on reçoit Mme Anna-Maria Martin. Bonjour, Mme Martin. Mme Martin est la présidente du syndicat des producteurs de lait de la Montérégie-Ouest, qui elle-même est affiliée à la Fédération des producteurs de lait du Québec, de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec. Alors, bienvenue, Mme Martin. Bien, merci beaucoup. C'est une belle opportunité de pouvoir venir expliquer la gestion de l'offre pour nous. Merci. Alors, vous êtes vous-même productrice de lait. Vous avez une ferme ici même en Montérégie, je crois que c'est à Henrieville, très exactement. Donc, j'ai une ferme laitière mes garçons sont la 5e génération sur la ferme. Puis, elle est située dans le Haut-Richelieu, à Henrieville, une petite ferme avec 5 générations dessus. On aura l'occasion d'y revenir. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment, on sait que c'est un sujet d'actualité, il y a M. Trump qui en parle souvent par les temps qui courent, avec les attaques qu'il mène contre le Canada et contre la question de la gestion de l'offre, en particulier la question du lait, parce que pour lui, il cherche à défendre la production, particulièrement des producteurs de lait du Wisconsin. Pouvez-vous nous expliquer la gestion de l'offre, ça vient de où ça au Canada? Parce qu'on en parle souvent, mais j'ai l'impression que nos téléspectateurs, y compris moi-même, ne savons pas très bien d'où ça vient tout ça. En fait, la gestion de l'offre a débuté, les balbutiements, si on veut dire, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1939-1945. On a vu, dans le fond, la chute des ventes de produits agricoles. Donc, vraiment, les producteurs étaient dans un état, je pourrais même dire, lamentable. Ils vendaient tous leurs produits à perte. Alors, on s'est mis à se pencher, à réfléchir comment pouvoir redynamiser le secteur. Et puis, il y a eu une commission, la commission EON, qui s'est penchée vraiment sur les conditions de vente des producteurs agricoles. Après ça, il y a eu plusieurs démarches pour se rendre en 1970, où a eu lieu vraiment la signature de la gestion de l'offre, qui était, à la base, a été signée par 2 provinces, l'Ontario et le Québec. Et après ça, les autres provinces se sont affiliées à la gestion de l'offre, qui est devenue vraiment pan-canadienne. Ça s'est traduit, je comprends bien, dans une loi canadienne, ça. Oui, c'est devenu vraiment une entente avec le gouvernement fédéral et les provinces. Donc, le gouvernement fédéral va vraiment contrôler les frontières. En fait, ce que je vous ai oublié peut-être de dire en premier pour vos téléspectateurs. Oui, nous dire c'est quoi la gestion de l'offre? C'est vraiment important. Le bout le plus important pour moi, c'est que la gestion de l'offre repose sur 3 piliers. Puis c'est pour ça mon petit banc. Vraiment, c'est le contrôle des frontières qui est vraiment géré par le fédéral. Après ça, c'est la planification de la production laitière qui est vraiment les provinces qui administrent ça, ce qu'on appelle dans le fond nos quotas. Et puis, pour moi en tout cas, le plus important aussi, c'est le prix donné aux producteurs. Fait que c'est ces 3 piliers-là qui forment la gestion de l'offre au Canada. Peu importe la production qui est sous la gestion de l'offre, ces 3 piliers-là sont importants pour maintenir une gestion de l'offre dynamique et qui reflète autant le prix pour les producteurs, pour rendre aussi aux transformateurs la production qui c'est nécessaire pour la consommation canadienne. C'est ça. Si je comprends bien, effectivement, c'est en fonction, tout ce système-là est basé pour répondre à la demande canadienne. Effectivement. Et est-ce qu'il y a une partie d'exportation pour le lait, par exemple? On va parler Il y a une très petite, infime partie d'exportation. C'est environ 1% de notre production qui va partir en exportation. C'est vraiment minime pour nous parce que la gestion de l'offre, le fondement est vraiment de répondre aux besoins canadiens. D'accord. Et je comprends que, bon, dans la présente entrevue, on va surtout parler du lait, bien sûr, puisque c'est votre expertise.
Mais est-ce qu'on peut dire que les grands principes s'appliquent également, de ce qu'on va parler, s'appliquent également pour le poulet, la dinde et les œufs? Les œufs, oui. Bien, le fondement de la gestion de l'offre là, est vraiment pour tout le mouvement là, de la gestion de l'offre. Les productions que tu viens de nommer, la base est la même pour tout le monde. C'est la base qui fait en sorte que ça tient, tu sais, qu'on puisse avoir un prix au final qui couvre nos coûts de production. Bien, c'est ces trois paliers-là qui doivent tenir ensemble, là. D'accord. Maintenant, si on expliquait un peu pour nos téléspectateurs comment ça fonctionne, ça, la gestion de l'offre. C'est quoi les mécanismes? Comment sont déterminés? Parce que, bon, ça fonctionne en termes de quotas. On entend souvent parler des quotas. Alors, pouvez-vous nous dire qui, comment détermine ces fameux quotas-là? Et on va parler du lait en particulier. En fait, c'est vraiment, ça monte au fédéral, donc c'est les besoins canadiens. Ce qui est important de comprendre dans la gestion de l'offre pour nous, dans les productions agricoles, ce n'est pas de gérer le prix, mais c'est bien de gérer la production. C'est l'obligation de produire pour les besoins que nous avons canadiens. Fait que ça part de là, au fédéral. Puis au-dessus, dans le fond du fédéral, il y a aussi la Commission canadienne du lait, qui est le gouvernement, qui vient dynamiser puis de s'assurer du leadership de la filière laitière au complet. Fait qu'elle, elle assure vraiment les contingents qu'elle donne, les permis aussi. C'est un peu à ça qu'elle sert, la Commission canadienne du lait. Et c'est elle qui fait les annonces de nos prix à nous payer aux producteurs. Elle va mandater une firme qui va faire le coût de production sur les fermes pour établir, dans le fond, ce que sera notre coût de production. Puis notre coût de production provient de 50 du coût enquêté sur les fermes et 50 de l'inflation, ce qui fait au total notre coût de production qui va nous être payé pendant l'année. OK. Maintenant, on parle de la Commission canadienne du lait qui détermine, dans le fond, les quotas de production, mais pour l'ensemble du Canada, c'est bien ça? Ouais. Et ça, c'est réparti ensuite. Une fois que les quotas pour l'ensemble, on détermine, mettons, c'est quoi les besoins de production pour le lait pour l'ensemble du Canada. Là, ensuite de ça, c'est divisé entre les fermes, quoi? Comment ça fonctionne? Chaque province a un quota. Fait que, OK. tu sais, ça descend dans le fond. OK. Là, on a un besoin canadien, puis après ça, ça découle aux provinces avec leurs besoins, avec leur quota historique. C'est complexe toute cette dynamique-là à expliquer, mais essentiellement, c'est que chaque province a un quota à produire. Et dans le fond, c'est chaque producteur a son quota individuel à produire. Ce qui fait au bout, c'est qu'on additionne puis qu'on arrive aux besoins pan-canadiens. D'accord. Maintenant, quand on parle de production de lait au Canada, les besoins canadiens, on parle de quoi? C'est quel type de production alimentaire là, qu'on retrouve derrière tout ça? Là? Il y a bien sûr le lait de consommation, mais il y a aussi d'autres produits, bien sûr. En fait, nous, ce qui est étrange dans le lait, c'est qu'il est décortiqué. Fait que, oui, on produit du lait. Moi, je suis une productrice de lait. C'est ce que je fais. Mon lait part. Mais après, une fois qu'il est parti, il est transformé, ce lait-là. Fait que c'est dans le fond tout ce qu'on peut retrouver dans les produits laitiers. Fait que c'est du yogourt, c'est du fromage, de la crème glacée, même des poudres de lait qui peuvent être ajoutées dans des produits de transformation, dans les shakes qu'on peut appeler aussi. Fait qu'elles se retrouvent partout. Moi, je produis un lait, mais après ça, le transformateur vient chercher mon lait, puis lui, après ça, il fait avec ses besoins, avec ses produits qu'il réalise. Là. OK. Mais vous, là, sur papier, votre lait, vous le vendez à qui? Bien, en fait, c'est dans le fond les producteurs de lait du Québec. C'est la seule personne qui vient chercher mon lait, par un transporteur. Il régit, Vous dans parlez le de fond... la Fédération ici, Oui. la Fédération des producteurs de lait du Québec. La Fédération des producteurs de lait du Québec, c'est là que moi, j'envoie, en fait, virtuellement le lait. C'est un lien de passage. Je produis le lait, lui, il sait combien que je produis, puis après, c'est lui qui retourne le lait aux usines. Donc, chaque usine, chaque transformateur va avoir un contrat avec les producteurs de lait du Québec. Dans le fond, c'est les producteurs de lait du Québec qui gèrent les contrats.
c'est ce qui libère aussi producteur qui n'a pas besoin d'appeler chacun des transformateurs pour essayer de vendre son lait. La fédération s'occupe de ça pour vous. Exactement, c'est la grande distinction que nous, on a ici, c'est qu'on n'a pas à gérer avec chacun des transformateurs. Notre lait est envoyé par les producteurs de lait du Québec qui, eux, vont envoyer à chaque transformateur. Vous avez mis en commun, à quelque part, dans le fond, la bureaucratie qui est nécessaire pour gérer la vente aux différents transformateurs de lait. Exactement. Tout ce qui est bureaucratie, la mise en marché collective, c'est ce qu'on parle, dans le fond, la mise en marché collective. Après ça, on a plein de mises en commun, des frais de transport, c'est des mises en commun, nos frais de marketing, tout est mis en commun pour avoir une meilleure optimisation de notre prix. L'important pour nous, c'est notre prix, hein, pour nous les producteurs, mais ça permet une meilleure optimisation du prix, du dynamisme aussi de la filière laitière. Et pour le transformateur, ce que ça lui permet, c'est d'avoir une qualité du lait. Lui, il sait, il est tranquille, il sait que son lait va arriver. Il n'y a pas à se casser la tête, on a des engagements, on a des quotas à remplir. Fait que lui, il sait que dans son année, il va avoir le lait qu'il a de besoin pour la production qu'il va faire et en plus, un lait de qualité, évidemment, parce qu'on a des engagements sur la qualité du lait. C'est ça, il y a certaines normes de qualité que vous devez respecter, j'imagine. Elles sont déterminées, j'imagine, par la Fédération, ces normes-là, ou comment? Par la Commission canadienne du lait? Non, c'est par vraiment notre beau... tu sais, derrière la vache bleue, on parle beaucoup de la vache bleue. Bien, derrière cette vache bleue-là, on peut vraiment en parler parce qu'elle a un historique qui est pro-action. Pro-action, dans le fond, c'est notre cahier de charge, nos obligations qu'on doit rencontrer pour livrer du lait de qualité, puis ça inclut aussi le bien-être animal derrière ça, ça inclut aussi le respect de l'environnement, fait que la biosécurité aussi. Fait que tout ça, c'est notre cahier de charge qui est le pro-action pour permettre vraiment de rentrer dans les standards autant que les consommateurs souhaitent que nos transformateurs souhaitent. Parce que pour pouvoir faire du bon fromage, ça prend du lait de qualité. Puis à ce jour, on est quand même encore reconnu pour le lait de qualité qu'on livre. D'accord. Maintenant, une fois que vous vendez, vous produisez combien personnellement de litres de lait à peu près par année? Bien, je vais vous dire rapidement, là, dans le fond, aux 2 jours, là, je vais envoyer environ 4 000-4 500 litres de lait. D'accord. Aux 2 jours. Aux 2 jours. Oui. Fin de semaine inclus. Ah, bien là, il n'y a pas d'arrêt, là. C'est 7 jours. Ça n'existe pas, là. fin de semaine. Non, il n'y a pas de fin de semaine dans la production laitière. On essaie d'organiser des petits repos, mais il n'y a pas de fin de semaine. Mais tu sais, ça a un avantage, on n'attend jamais le dimanche, nous. On n'est pas rancunier du lundi matin. Très bien. Maintenant, donc, vous vendez votre lait, votre production laitière. Comment le prix de votre revenu est déterminé, mettons, à chaque litre de lait que vous vendez comme ça? Là? Comment c'est déterminé le prix? Oui, si on revient un petit peu, je recule, je t'ai expliqué tantôt que le prix du lait est fait une fois par année avec notre coût de production, puis l'inflation. Mm-hmm. Mais après ça, effectivement, on ne vend pas du lait, mais on vend des classes de lait, des produits de lait laitiers. Donc, chaque produit a un montant différent qui nous est payé, ce qui vient influencer, dans le fond, notre prix du lait. Je ne vous rentrerai pas dans les grands détails. Donnez-moi 2 exemples. Là. Par exemple, si on prend le lait de consommation directe, qu'est-ce qui vous revient là-dessus? Pour un 2 litres, maintenant. Pour un 2 litres, c'est environ, je crois, 4 là, je pense, le 2 litres du lait. 4,50 4,50 oui, vous pouvez me corriger parce que j'en achète pas à la tablette. Non, vous le consommez directement, vous. Oui, on a ce petit privilège-là de consommer notre lait. Donc, je ne le paye pas, mais ce que je sais, c'est que c'est vraiment le lait. C'est 50 qui me revient dans le 4 pour vraiment le format 2 litres. Et c'est le format là, standard. Si on parle du yogourt, par exemple, ça serait quoi? Oui, bien pour le prix d'un yogourt, si on prend un 650 grammes de yogourt, puis qui est à 5,49 $, mon prix, l'impact que moi j'ai dans ce yogourt-là est de 71 cents, donc 13 du yogourt.
Puis par ça, c'est intéressant de vous l'amener aussi parce que souvent, on va nommer la gestion de l'offre qui vient mettre une pression sur le prix de tablette. T'sais, parce qu'on est les seuls, est-ce que notre lait est vraiment plus cher? Est-ce que le consommateur, dans le fond, est pénalisé par la gestion de l'offre? Mais là, si on regarde le prix que je viens de te mentionner sur le yogourt, bien, sur le 5,49, tu peux espérer un rabais de 71 cents si je m'enlève de l'équation complètement. Fait que c'est pas ça qui met une pression parce qu'on a une chaîne complète. Moi, je suis une partie, mais après ça, il y a le transporteur, après ça, il y a le distributeur, puis après ça, il y a le détaillant. C'est tout ça qui fait le prix de la tablette. Puis moi, je n'ai pas de contrôle sur le prix de la tablette. Une fois qu'il est parti, mon lait, ça a été établi une fois par année, il ne bouge pas mon prix de lait. Puis, je peux même vous donner l'exemple que cette année, en février, la Commission canadienne du lait, justement, a annoncé notre prix du lait, il était à la baisse. Fait que dans les productions, là, peu importe, là, je pense qu'on est à peu près les seuls qui a sorti avec un prix à la baisse. Fait que cette année, j'ai une baisse payée de mon prix du lait à la ferme. En 2025. 2025, oui, en 2025. Ça vient d'être annoncé. Et pourtant, vous ne verrez pas vraiment une diminution à la tablette. Alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans la chaîne qui se met la différence dans ses poches. On ne sait pas qui encore. Ça sera une nouvelle chose à vérifier. Je ne veux pas mettre de points sur quelqu'un, mais c'est pour démontrer que la gestion de l'offre, ce n'est pas elle qui met la pression du prix rendu à la tablette. Okay. C'est ça que j'avais Alors, donc, la Fédération, elle, va vendre les productions de tous les producteurs de lait au Québec. Il y en a combien en passant, des producteurs de lait au Québec? On est 4215 fermes en ce moment actives au Québec. Et puis, si on prend la Montérégie, on est environ 800 fermes. On parle-tu de Montérégie-Ouest, là, 800 fermes? Là, je t'ai mis global la Montérégie 800. Oui, okay. exactement. C'est une des principales régions productrices du Québec là, pour le lait, je crois. On est dynamisé dans Montérégie. On a vraiment plusieurs productions. Oui, on est encore beaucoup de producteurs de lait, 800 fermes. Mais on a des régions qui sont des grandes productrices. T'sais, ils n'ont pas nécessairement plus de fermes, mais ils ont plus de quotas à l'intérieur de leur région. Les plus grosses fermes. On les retrouve au centre du Québec. On a des très, très grandes fermes comparativement à nous. Puis nous, en Montérégie-Ouest, là, je t'ai séparé ça, en Montérégie-Ouest, on a encore plusieurs petites fermes, ce qui veut dire en bas de 80 kilos, on en a encore plusieurs. Là. Ce qui est votre cas, je crois. Bien, moi, je suis à 82 en ce moment. Tranquillement, oui, exactement. Tranquillement, on veut augmenter. Mais la moyenne en ce moment est de 90 kilos au Québec. Si on revient un peu au départ, on parlait de la Commission canadienne du lait pour l'ensemble du Canada. Qui siège là-dessus? Quels sont les personnages qui décident de ça? En fait, ce que j'ai vérifié vraiment, puis la Commission canadienne du lait, ce n'est pas des sièges, là. C'est vraiment le gouvernement, c'est une entité du gouvernement. Ce sont des fonctionnaires fédéraux, donc. C'est lui qui choisit, dans le fond, il fait probablement des entrevues, là, comme tout le monde, mais c'est lui qui va choisir qui va siéger là. Suivant les enquêtes qu'ils font sur le terrain. Oui, puis avec leurs besoins aussi, pour s'assurer du dynamisme que je vous exprimais tantôt. Fait que tu vas retrouver probablement un agroéconomiste. Là, en ce moment, nous avons aussi une productrice laitière qui siège. Fait que c'est quand même un bel avantage, mais son avantage... Productrice du Québec? Non. Elle est, je ne me souviens pas, désolée, de quelle province, mais elle n'est pas du Québec. D'accord. Puis, ça nous sert un avantage, mais c'est aussi son parcours, là, du fait pourquoi qu'elle siège là. Ce n'est pas un siège réservé pour les producteurs. Là. Évidemment que le gouvernement fédéral, c'est lui qui gère la frontière. On le voit beaucoup par les temps qui courent. Et comment il détermine justement les importations qui vont être permises de lait, par exemple? Si je comprends bien, c'est des choses qui ont été négociées dans les différents accords de libre-échange, notamment avec les États-Unis. M. Trump lui-même, qui veut déchirer l'entente qu'il a signée lui-même en 2017, je crois, ou 2018. Et il y a eu aussi une entente avec l'Europe, qui a été... alors, ces deux ententes-là ont permis des percées du marché des producteurs
des autres pays sur le marché canadien. Canadien, effectivement. C'est quoi la hauteur qui est permise à votre connaissance, là, grosso modo? Oui, bien, si on ajoute, ce qui vous manquait, c'est qu'on ajoute aussi l'accord transpacifique. Alors, OK. c'est tous les pays qui touchent au Pacifique. D'accord. Et puis, l'ensemble aussi de l'OMC. OK. Fait que tout ça totalise un 18 qui vient au Canada, qui impacte le Canada. C'est sûr que la dernière, qui est vraiment avec les États-Unis, Mexique, ça, c'est 3,6 qui avait concédé la dernière fois. Celui-là nous a fait plus mal que l'ensemble de tous les autres parce que par notre proximité avec les États-Unis, c'est sûr que c'est plus facile rentrer les contingents. C'est ça, les contingents européens, par exemple, ne sont pas nécessairement rencontrés par les producteurs de l'Europe. C'est plus le Pacifique qui rencontre moins, mais quand même, vous êtes capable, je crois, facilement de trouver des fromages européens sur nos tablettes. C'est des fromages à ce moment-là qui rentrent dans le quota. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est là qu'on parlait des fromages européens. Ça rentre dans ces quotas-là. Oui, ça rentre dans ces quotas-là. Fait que ça donne un impact, ça donne dans le fond notre croissance. La dernière d'entente qui a été signée, c'est vraiment la possibilité de notre croissance, nous, pour les producteurs. C'est pour ça que ça nous a impacté. Fait que là, tu sais, sur ma petite table, bien, on peut mettre dans le fond une faille, là, tu sais. Puis là, on n'en veut pas. Notre message en ce moment, c'est qu'on n'en veut plus. Parce que si on l'assied au complet, elle sera plus stable. Fait que notre gestion de l'offre va être vraiment mise à partie, puis elle n'aura plus l'efficacité qu'elle a. Parce que pour avoir la bonne efficacité, elle doit avoir un contrôle des frontières. Alors, on reviendra tout à l'heure, mais un peu ce que vous dites, c'est qu'on a déjà cédé et on ne cédera plus. On ne veut pas nécessairement céder plus. Hein, non. C'est ça. Alors, on va parler maintenant justement de la production de lait aux États-Unis. Pouvez-vous nous en parler un peu comment ça fonctionne? C'est quoi le principe de base de la production de lait aux États-Unis versus ce qui se fait ici? Bien, c'est certain que moi, je ne connais pas, je ne suis pas une spécialiste des États-Unis, de la production laitière aux États-Unis, mais on sait qu'ils n'ont pas de gestion de l'offre. Fait que ça, c'est certain, c'est le marché libre. C'est chaque ferme va produire le lait qu'elle souhaite, elle va grossir de la façon qu'elle le souhaite. C'est je mange mon voisin pour être capable d'en faire plus encore. Fait que c'est un système libre dans le fond. C'est un peu ça que je peux vous dire. Mais au niveau des consommateurs, qu'est-ce que ça représente pour les consommateurs américains, pour le lait, par exemple? Bien, ce qu'il faut important de savoir aussi, c'est qu'ils n'ont pas de gestion de l'offre, par contre, ils sont subventionnés. Fait que ce que le consommateur américain, c'est qu'il ne réalise pas, c'est qu'il y a une part de ses impôts qui s'en va là, parce que le gouvernement subventionne quand même fortement l'industrie laitière. Ça n'empêche pas les prix de fluctuer aux États-Unis, ça, là? En fait, ce qu'on voit, là, c'est que nos prix canadiens et américains, le prix tablette là, que je vous parle, fluctue très peu. Le nôtre. Le nôtre et le leur non plus. Tu sais, sur des horizons de plusieurs années, le prix augmente, évidemment, mais légèrement et doucement. Ce qu'on va voir, la plus grande fluctuation, c'est sur le prix payé aux producteurs. Donc, c'est les producteurs qui font les frais. Qui font les frais de cette stabilité de prix-là. Oui, et c'est de notre côté, c'est notre grand avantage, c'est d'avoir notre stabilité, le prix. On va voir dans les courbes des grandes fluctuations de prix payés aux producteurs. Alors, est-ce qu'on... bon, ça sera pour être le sujet d'une autre conversation. Mais si on revient maintenant au Canada et au Québec, bon, on le sait, il y a notamment M. Bernier, il y a aussi certains sénateurs canadiens qui ont dit que la question de la gestion de l'offre devait être remise en question et un peu, dans le fond, copier ce qui se fait aux États-Unis et laisser ça au marché libre et que le consommateur en profiterait nécessairement. C'est quoi les avantages, justement, pour les consommateurs québécois du système de gestion de l'offre versus le système américain, si les prix sont la même stabilité? Mais là où ça change beaucoup, si je vous comprends bien, c'est au niveau des producteurs. Eux peuvent subir les impacts du libre marché du lait. Il y a un projet de loi qui est sur la table. Ça fait longtemps qu'il est sur la table. Oui. Le projet de loi C-282 qui a été déposé par le Bloc québécois. Mais par contre, qui a reçu l'appui au Parlement des autres partis
politiques, des conservateurs, des libéraux, du gouvernement libéral et aussi du NPD. Et actuellement, ce projet de loi-là, depuis plusieurs mois, est bloqué, sans jeu de mots, est bloqué au Sénat. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment se fait que c'est bloqué là? Si tout le monde était d'accord au Parlement, comment se fait qu'il y a un blocage au niveau du Sénat? C'est au niveau d'un comité, je crois. Hein, Oui, il y a eu, tu sais, au fédéral, ça doit passer par des lectures en chambre. Et une fois que les 3 lectures sont faites, ça s'envoie aux sénateurs. Puis dans le Sénat, dans le fond, il va y avoir un comité de travail pour chaque projet de loi à étudier. Fait que c'est notre comité de travail qui était là pour étudier ce projet de loi-là, qui a vraiment retardé l'adoption pour qu'il puisse être retourné au Sénat, approuvé et au final avoir la sanction royale. C'est ça. C'est là que ça a été Il doit être retourné, c'est-à-dire au Parlement, à la Chambre des communes après. Oui, il doit revenir pour la sanction royale. Nous étions presque à la fin de tout ce processus-là quand on connaît que le Parlement s'est paralysé, il n'y a plus personne qui siège en ce moment. En ce moment, il est comme un peu dans les limbes. Une fois que le Parlement va revenir, va resiéger, probablement qu'il va y avoir élection qui va se déclencher et au moment que les élections déclenchent, tout tombe. Tout projet de loi va tomber. On sait qu'il va tomber parce qu'ils n'auront pas le temps de le ramener sur la table. Je ne crois pas que ce soit leur priorité. On peut dire qu'il est déjà mort et c'est vraiment une frustration. Je veux dire, pas juste une peine, c'est vraiment une frustration parce que une fois que le gouvernement et tout l'appareil politique a appuyé, pour nous, ça a un non-sens que ce soit 2, 3 sénateurs qui bloquent le projet de loi. Je veux dire, c'est des élus par la population qui ont donné leur accord. Et là, nous avons un petit groupe non élu qui bloque ce projet de loi-là. Fait que c'est une grande frustration. Par contre, en ce moment, c'est que je tiens quand même à rappeler que tous les chefs de parti ont appuyé et ça, on va leur faire rappeler aussi lors des négociations. D'accord. Maintenant, croyez-vous que il y a une campagne électorale imminente? Oui. Et croyez-vous que ça devrait être un sujet important de la prochaine élection, la question de la gestion de l'offre? Effectivement, je souhaite de tout mon cœur que ça fasse partie de leurs priorités. Parce que ce n'est pas en canadien, ce n'est pas juste québécois. Là, la gestion de l'offre est partout au Canada. Nous avons des producteurs établis partout. C'est un apport économique important pour chacune des provinces. Ça nous permet aussi d'occuper le territoire. Au Québec, nous avons des producteurs pour la société parce que quand on a une ferme qui s'établit en production laitière ou peu importe dans une autre production, c'est tout un village qu'on fait vivre dans le sens qu'on va, on va avoir le garage, on va avoir la coopérative du coin. C'est vraiment une économie circulaire qui se crée dans la région. Fait on occupe notre territoire. Fait c'est d'une importance. Là. Sans compter l'autonomie aussi au niveau de alimentaire. Effectivement. On a eu des engagements aussi de nos gouvernements là-dessus sur l'importance de l'autonomie alimentaire. Fait qu'on fait partie de la solution pour l'avenir, autant pour l'autonomie alimentaire, pour prévenir le gaspillage aussi. Notre gestion de l'offre, ça inclut aussi dans le gaspillage alimentaire, ça inclut aussi dans les impacts environnementaux que chaque année, les producteurs s'engagent à diminuer aussi leurs impacts. On fait partie de la solution. C'est certain qu'il faut que ce soit dans les priorités. Là. Alors, effectivement, écoutez, il y a un sondage qui est sorti ce matin, un sondage léger, qui démontre que 83 % de la population québécoise appuie la protection du système de gestion de l'offre. Alors, ça devient... Et il faut rappeler que le projet de loi en question, pour nos téléspectateurs, visait à empêcher toute négociation ultérieure sur la question de la gestion de l'offre. Donc, protection par rapport à... En fait, c'est de ne plus céder. C'est exactement, c'est de ne plus céder d'autres parts de marché. C'est ça, exactement. Bien, écoutez, on va vous souhaiter toute la chance qu'il faut. C'est dans l'intérêt aussi du Québec. Je vous remercie, Mme Martin, pour cette entrevue. Merci beaucoup. Merci.